Bienvenue à toutes et à tous sur Terra Conflict. Aujourd'hui, notre documentaliste est Aaron Toué, également directeur de production. Sans plus tarder, découvrez notre reportage exceptionnel Napoléon Ier, le génie qui a changé l'Europe. Bon visionnage! Napoléon Bonaparte. Rien que ce nom, il évoque tout de suite la conquête, la gloire, le pouvoir absolu. Son histoire, c'est vraiment le récit d'une ascension fulgurante et d'une chute tout aussi spectaculaire. On parle d'un homme parti de presque rien, qui a littéralement redessiné la carte de l'Europe et qui a laissé un héritage qui aujourd'hui encore se fait sentir. L'imagination gouverne le monde. C'est Napoléon lui-même qui le dit et en quelque sorte, il nous donne la clé de son propre destin. C'est cette vision, cette imagination, cette incroyable capacité à voir au-delà du présent qui l'a propulsé. Pensez-y, là où tout le monde voyait le chaos de la Révolution, lui, il a vu une échelle pour monter jusqu'au sommet. Ah, ce tableau, il est iconique. C'est l'une des peintures les plus célèbres de l'histoire. Alors, soyons clairs, c'est de la pure propagande, évidemment. Tout a été conçu pour forger la légende. Mais derrière cet héroïsme de façade, il y a une histoire bien réelle. L'histoire d'un jeune Corse à l'ambition dévorante, prêt à tout, prêt à saisir la moindre opportunité pour s'élever. Alors on va commencer par le début. Comment est-ce possible? Comment ce jeune homme, qui était vu comme un étranger en France, a-t-il pu devenir l'un des généraux les plus craints, les plus respectés de toute la République? Eh bien, c'est une histoire de talent, oui, mais aussi de timing parfait et d'une volonté de faire. Il faut s'imaginer, il naît en Corse, une île qui vient tout juste de devenir française. Sur le continent, Napoléon, c'est un étranger. À l'école militaire, on se moque de son accent, alors que fait-il? Il se réfugie dans les livres, l'histoire, la stratégie, ça devient son monde. Et puis tout à coup, 1789, la Révolution française éclate, l'ancien ordre vole en éclats, et là, les règles du jeu changent complètement. Le talent, désormais, prime sur la naissance. Pour lui, c'est le signal de départ. Et c'est précisément là que le talent rencontre l'opportunité. On est à Toulon, un port stratégique absolument vital pour la France. Et ce jeune capitaine d'artillerie, que personne ne connaît vraiment, impose un plan audacieux, décisif. Et ça marche, la victoire est éclatante, et ça le propulse général de brigade. Il n'a que 24 ans. Le nom de Bonaparte, tout à coup, commence à résonner partout. Regardez ce portrait. Son regard dit absolument tout. On y voit une intensité, une ambition qui est déjà palpable. Et après Toulon, les succès ne s'arrêtent plus. Ils s'enchaînent. Le grand moment, c'est la campagne d'Italie. Là, il prend le commandement d'une armée qui est en haillons, complètement démotivée, et la transforme en une véritable machine de guerre victorieuse. C'est là qu'il confirme son génie militaire. Donc, il rentre de sa campagne d'Égypte auréolé d'un prestige militaire immense. Et que trouve-t-il à Paris? Un pouvoir politique faible, corrompu, incapable de gérer le pays. C'est le moment parfait. Avec le coup d'État du 18 Brumaire, il ne fait pas que prendre le contrôle. En fait, il met fin à des années de chaos. C'est un tournant majeur, c'est la fin de la Révolution et le tout début de l'ère Napoléon. Maintenant qu'il est au pouvoir, Napoléon aurait pu se contenter de gouverner. Mais ce n'est pas son style. Non, lui, il veut reconstruire la France, la rebâtir sur des bases entièrement nouvelles, solides, modernes. On va voir maintenant son travail de réformateur, un véritable bâtisseur d'État. Et on verra que beaucoup de ses créations, elles survivront bien après la chute de son empire militaire. Dès qu'il arrive au pouvoir, c'est une véritable reconstruction éclair de la France qu'il lance. Son objectif est simple, mais immense, mettre fin à 10 ans d'incertitude et de chaos. Alors, il s'attaque à tout. Il centralise l'administration, il crée la Banque de France pour enfin stabiliser l'économie, il fonde les IC pour former l'élite de la nation. Bref, il est en train de bâtir un État moderne sur les cendres encore fumantes de la Révolution. Mais s'il y a bien une chose, une seule qu'on doit retenir de son œuvre, c'est sans aucun doute le Code civil. Il faut comprendre qu'avant lui, la France, c'était un chaos juridique total. Des lois différentes d'une région à l'autre, c'était ingérable. Ce code, il vient unifier tout ça. Il grave dans le marbre des principes révolutionnaires comme l'égalité de tous devant la loi. Et son influence, elle est juste colossale. Il a servi de modèle à des dizaines et des dizaines de pays dans le monde entier. Et cette image, elle symbolise parfaitement l'apogée de son ascension. On est dans 1804 dans la cathédrale Notre-Dame. Et là, devant le pape, il se couronne lui-même empereur. Le geste, c'est d'une audace absolument inouïe. Le message est d'une clarté limpide. Son pouvoir, il ne vient ni de Dieu, ni de l'héritage du sang. Il vient de lui seul, de ses propres mérites. Le premier empire français est né. Voilà, il est empereur. On entre maintenant au cœur de sa puissance, à son apogée. Et maintenant qu'il a réformé la France, Napoléon va tourner son génie militaire vers le reste de l'Europe. Pendant presque 10 ans, il va dominer le continent comme personne. Personne ne l'avait fait depuis l'époque de l'Empire romain.
On est en 1805, et là, une immense coalition se dresse contre lui. On parle des empires autrichien et russe, rien que ça. La France a l'air complètement encerclée, et les forces ennemies sont bien plus nombreuses. La confrontation, elle est inévitable. Et elle va avoir lieu près d'un tout petit village de Moravie, un nom qui va entrer dans l'histoire, Austerlitz. Alors, si on garde juste les chiffres, sur le papier, la situation semble désespérée. Il fait face aux armées combinées de l'empereur d'Autriche et du tsar de Russie. On pourrait se dire que tout joue contre lui. Mais c'est justement dans ce genre de situation, quand il est dos au mur, que son génie tactique brille de mille feux. Austerlitz, c'est son chef-d'œuvre, son chef-d'œuvre absolu. C'est une symphonie de stratégie. Par une manœuvre de tromperie absolument géniale, il fait semblant d'être faible pour attirer ses adversaires droit dans un piège mortel. Le résultat, une victoire totale, écrasante. Après ça, après Austerlitz, il n'y a plus de débat. Napoléon est le maître incontesté de l'Europe continentale. Regardons cette carte de 1812. Elle parle d'elle-même. C'est l'étendue de sa domination, l'empire français qui s'étend de Hambourg jusqu'à Rome. Et presque tout le reste du continent est soit allié, soit sous son influence. C'est le sommet, l'apogée absolue. Mais comme si souvent dans l'histoire, c'est précisément au sommet que la chute commence. Et le récit de cette chute, c'est la suite de notre analyse, ici sur Terra Conflict. Il y a une loi dans l'histoire, tout empire finit par s'effondrer. Et celui de Napoléon, qui a été bâti à une vitesse absolument vertigineuse, va s'écrouler avec la même rapidité. Dans ce dernier chapitre, on va explorer les erreurs fatales qui l'ont mené à sa chute, et on va s'interroger sur l'héritage très complexe qu'il a laissé derrière lui. L'année 1812. C'est là que tout bascule, le tournant dramatique. Napoléon est obsédé par la résistance du tsar de Russie. Alors il décide d'envahir le pays avec la plus grande armée que l'Europe ait jamais vue. Mais les Russes sont malins. Ils appliquent la politique de la terre brûlée. Ils reculent et ils brûlent tout. La grande armée s'enfonce dans l'immensité russe, jusqu'à Moscou, qu'elle trouve en flammes. La retraite, en plein hiver, dans un froid glacial, c'est un désastre absolu, une hécatombe. Après la débâcle en Russie, c'est fini. L'aura d'invincibilité de Napoléon est brisée. L'Europe entière sent que le vent a tourné et se ligue contre lui. Il a encore quelques derniers éclats de génie militaire, mais il est submergé par le nombre. Il doit abdiquer. Alors bien sûr, il y a cette évasion incroyable de l'île d'Elbe, ce retour spectaculaire pour les 100 jours, mais tout ça s'achèvera dans la boue d'une défaite finale devenue mythique, Waterloo. Et cette fois, c'est la fin. Ses ennemis ne prennent absolument aucun risque. Il est exilé à Sainte-Hélène. C'est un rocher, un simple rocher perdu au beau milieu de l'océan Atlantique. Il faut imaginer le contraste. L'homme qui a dominé tout un continent finit sa vie comme un prisonnier, a dicté ses mémoires et, jusqu'au bout, a forgé sa propre légende pour la postérité. Alors, au final, que retenir? Comment juger un homme pareil? Génie ou tyran? Modernisateur ou simple conquérant? D'un côté, oui, il a posé les bases de l'État français moderne. Mais de l'autre, ces guerres ont coûté la vie à des millions de personnes. Il a répandu les idées de la Révolution partout en Europe, c'est vrai, mais il l'a fait en bâtissant un régime autoritaire. La question de son héritage, on le voit, elle reste complètement ouverte, complexe et absolument fascinante. Napoléon meurt en 1821, mais son impact, lui, est immortel. Ses réformes, son code civil, ont littéralement façonné des nations entières. Et puis, il y a cette ironie de l'histoire. Ces conquêtes ont aussi révélé les nationalismes. Ces mêmes nationalismes qui allaient mettre l'Europe à feu et à sang au siècle suivant. Au final, qu'on l'admire ou qu'on le déteste, une chose est sûre, on ne peut pas nier qu'il a changé le monde, pour toujours. Voilà qui conclut notre reportage sur Napoléon Ier, le génie qui a changé l'Europe. Si cette vidéo vous a captivé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager pour soutenir Terra Conflict. Merci d'avoir regardé et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode rempli d'histoire et d'aventures.